Madame, Monsieur, bonsoir. La TPME au menu de questions éco ce soir. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC, a enregistré une tendance haussière durant le premier semestre de 2021. Plus de 40 000 créations d'entreprises en personne morale ont été immatriculées au registre de commerce, soit une augmentation importante, plus 113% par rapport à la même période de l'année précédente, plus 40% côté entreprises individuelles ou personnes physiques. Alors est-ce un signe de reprise, d'embellie? Qu'en est-il des entreprises existantes mais en souffrance, surtout qu'en termes de délai de paiement, eh bien, il n'y a pas d'amélioration perceptible cette année, notamment du côté des jeunes entrepreneurs marocains. Quelles sont les aspirations des entreprises quant au nouveau gouvernement? Un expert du monde de l'entreprise, Amine Djouri, directeur des études chez Inforisk DNB, partagera son analyse avec nous ce soir. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc Amine Djouri. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir. Donc on revient peut-être pour commencer sur ces chiffres de l'OMPIC, de bons chiffres, des progressions quand même importantes, plus 113%, 40%. Comment expliquez-vous ce phénomène, Amine Djouri? Alors oui, effectivement, au courant du premier semestre 2021, on parle de 50 000 créations d'entreprises, c'est quand même plus 84%. Alors il y a quand même plusieurs choses à voir. La première, c'est que au sein même de la répartition des créations d'entreprises, c'est surtout la personne morale qui est la plus favorisée. C'est elle qui a connu la plus grande progression. Il faut savoir que quand on crée une entreprise, il y a deux typologies d'entreprises. Il y a la personne physique, c'est mon entreprise et moi. Et la personne morale, c'est une entreprise qui est distincte de son créateur. Et donc, les créateurs d'entreprise favorisent ce type d'entreprise. Alors après, en termes d'explication, j'en vois au moins deux. La première, c'est évidemment le programme Intileka qui a été initié par Sa Majesté le Roi. Et on avait vu qu'effectivement, 2020, malgré la crise, il y avait quand même eu 2,6 milliards de dirhams de fonds avancés aux entreprises, aux TPME, pour justement moins de 5 ans, et 15 000 entreprises qui ont bénéficié de cette aide. Et il y a eu une accélération en 2021 de ces montants alloués. Et donc, forcément, ça favorise aussi la création d'entreprises et notamment les personnes morales. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même une chose à voir, c'est-à-dire que derrière la volonté de créer une entreprise, il peut y avoir deux objets. Le premier objet, c'est un opportunisme, c'est-à-dire on détecte une opportunité, un investissement qui va être rentable dans le temps. Et puis le deuxième, et à mon avis, c'est ce qui, à mon avis, oriente la majorité des créateurs d'entreprises, c'est plutôt la question de l'adaptation et de la subsistance. C'est-à-dire que concrètement, 2020 et en partie 2021, on a connu une crise qui était très difficile. Ça n'est pas encore tout à fait fini. Il y a des emplois qui ont été sacrifiés, des baisses de salaire importantes pour beaucoup de gens. Absolument. Et donc, à un moment donné, la création d'entreprise, c'est aussi une façon de vivre, c'est-à-dire d'avoir des revenus complémentaires à ceux des revenus salariaux. Et donc, la création d'entreprise est l'objet idoine pour cela. Mais si on met de l'autre côté de la balance le nombre d'entreprises qui ont fermé ou qui ont mis la clé sous la porte, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Notamment, vous l'avez évoqué à juste titre, Amine Djouri, il y a eu cette année 2020 qui a été catastrophique à cause de la pandémie, bien naturellement. Et donc, si on pesait et le nombre d'entreprises créées et le nombre d'entreprises, même pas en souffrance, mais d'entreprises qui n'existent plus. Alors, en termes de hausse, effectivement, des défaillances d'entreprises au premier semestre, on est aussi sur des taux extrêmement élevés, puisqu'on parle de plus 80% de défaillances d'entreprises, mais toujours pour des raisons techniques. Et puis, il y a aussi un effet rattrapage. C'est-à-dire que 2020, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié des aides de l'État, d'Aman, les aides de crédit d'Aman, Relance, Oxygène, etc., les indemnités CNSS, les reports d'impôts, etc., etc. Et donc, tout ça a permis de maintenir à flot un certain nombre d'entreprises, notamment celles qui étaient dans une mauvaise situation financière au début de la crise. Avec la fin de l'année 2020 et donc la fin de la majorité de ces aides, d'Aman Relance est terminée à la fin du premier semestre 2021,
on a vu qu'effectivement, cette hausse est revenue en force. Et ce qui était quelque chose d'anormal l'année dernière, c'est-à-dire une baisse des défaillances, on est revenu dans un trend fortement haussier et le rattrapage est en cours. C'est-à-dire que très certainement, il ne faut pas s'attendre à une fin d'année qui soit exceptionnelle en termes de défaillances d'entreprise. Malgré tout, quand on fait le rapport entre création et défaillance d'entreprise, on est dans un rapport de 1 à 6. C'est-à-dire qu'on a une défaillance d'entreprise pour 6 créations d'entreprise. Mmh. Et il faut garder ce chiffre en tête, à mon avis. Ce qui est positif. Effectivement, ça veut dire que concrètement, le tissu économique se renouvelle malgré tout. Malgré les défaillances d'entreprise, ce tissu se renouvelle et continue de croître. La vraie question, c'est comment on fait pour que ces TPE qui se créent durent dans le temps et passent la durée des 5 ans, qui est la durée qui peut être fatale pour une entreprise, notamment si elle n'a pas d'activité, s'il y a des délais de paiement, si elle n'a pas accès au financement. À mon avis, c'est la vraie question qui tourne autour de nos TPME. C'est pas tant, à mon avis, la problématique, c'est pas tant de créer une entreprise. La vraie problématique, c'est de survivre. Et de la maintenir en vie. Exactement. Survivre dans un premier temps et croître dans un deuxième temps. Alors, vous avez évoqué un point très intéressant, très important surtout. Ce n'est pas bien sûr la première fois qu'on évoque cela avec vous dans cette émission, Amine Djouri. Et bien sûr, il s'agit même si ce n'est le point central de la survie d'une entreprise, il s'agit de cette question de délai de paiement. Dans une étude publiée par InfoRisque de l'année dernière, une grande majorité de TPE annonce et partage cette frustration que les délais de paiement se sont allongés. C'est un peu normal, compte tenu bien sûr de la crise. Mais pourquoi surtout du côté des jeunes entrepreneurs? Pourquoi ce sont plus les jeunes entrepreneurs qui subissent cet allongement des délais de paiement? Alors, déjà, il faut préciser une chose, c'est que ce problème des délais de paiement pour les TPE, c'est un problème structurel. Il est bien antérieur à la question de la crise 2020. Oui. La question des délais de paiement, on la voit depuis 10 ans, un allongement très fort, notamment au niveau des TPE. On atteint 226 jours pour une TPE, c'est-à-dire à partir du moment où la TPE vend une prestation de service ou de la marchandise, elle attend un peu plus de 6 mois pour être payée. Donc, c'est absolument énorme. Non, 6 mois, qu'est-ce que je raconte? 8 mois pour être payé en moyenne, 8. Donc, effectivement, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que concrètement, un jeune entrepreneur, quand il crée son entreprise, il doit avoir un BFR suffisant, un fonds de roulement suffisant pour pouvoir justement couvrir ses délais de paiement, auquel cas il va se retrouver dans le mur assez rapidement, surtout si les banques ne financent pas cet allongement des délais de paiement. C'est une problématique qu'il faut réellement prendre en compte, parce que c'est effectivement aujourd'hui une question de survie, puisqu'on n'a pas simplement une question de délai de paiement, on a aussi une question de baisse d'activité pour un certain nombre de secteurs. Et donc, les deux combinés ensemble peut être un duo qui peut être fatal pour un entrepreneur. Mais quelle est la solution viable? Est-ce qu'il faut se séparer des mauvais payeurs? Alors, la solution viable, elle est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment la loi. On a changé, alors en ce début d'année, on a changé un peu de paradigme. Jusqu'à présent, on disait, il y a une loi, la loi 2011, la loi 2016, on dit concrètement, il y a un créancier, un débiteur. Si jamais une facture n'est pas payée dans les temps, il y avait une pénalité de retard. Là, ça ne marchait pas. On a vu que ça ne marchait pas. Pendant 10 ans, on a essayé, ça n'a pas marché. 2021, on change complètement de paradigme et on dit, on va rajouter une composante qui est une tierce partie, qui est l'État, à travers la DGI ou le ministère de l'économie, qui va aller contrôler les entreprises, notamment les mauvais payeurs, et qui va sanctionner directement ces mauvais payeurs. Donc ça, effectivement, c'est un changement de paradigme, mais c'est effectivement une bonne idée. La question qui se pose maintenant, c'est comment l'État va faire pour détecter, pour déterminer qui sont les mauvais payeurs ou quelles sont les entreprises qui ont beaucoup de retard de paiement. Pour X ou Y raison, pas simplement pour une volonté, mais aussi pour des difficultés liées à l'environnement actuel. Ça existe également. Mais est-ce qu'on peut faire justement la différence? Je ne veux pas stigmatiser, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette culture de payer pas à temps du côté des entreprises, malgré une trésorerie en bonne santé? Alors oui, et avant même cette crise, il faut être honnête, bien sûr qu'il y a un problème culturel. Il suffit de regarder à travers le monde. On a la chance de faire partie d'un réseau mondial et donc on a la chance de voir pays par pays. Et évidemment,
la culture rentre en compte. Évidemment, il y a les pays d'Europe du Nord, par exemple. Alors, ok, on va me dire ce sont des pays riches, mais pas simplement. On leur a inculqué une culture qui est celle de régler en temps et en heure, et donc ce sont tous des bons payeurs. Et inversement, plus on se rapproche du sud de l'Europe et l'Afrique du Nord, et évidemment, on se rend compte qu'il y a plus de difficultés à se faire payer en temps et en heure. La culture, évidemment, rentre en compte. Il n'y a pas que les difficultés, il y a aussi cette question de culture. Mais la culture, on peut la changer. C'est ça le. Comment? Est-ce que c'est le rôle de la CGEM? C'est le rôle de qui, en fait? Alors, d'abord, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de dire que si vous ne payez pas en temps et en heure, si vous êtes un mauvais payeur, alors que vous avez la trésorerie, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné pas par le débit, pas par le créancier lui-même, mais par l'État. Ça change beaucoup de choses. Et une culture, ça se change. C'est une question de mentalité. Si on apprend les bonnes, c'est comme un enfant à qui on apprend les bonnes manières. Et au bout d'un moment, il va finir par retenir. Si on lui explique et qu'on le punit de temps en temps pour lui expliquer les choses, un enfant, ça comprend. Et les entreprises, c'est la même chose. On est dans le même principe, c'est-à-dire qu'on doit inculquer ces bonnes manières, ces bonnes pratiques, et forcément, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de jouer ce rôle justement d'inculquer ces bonnes pratiques, d'inculquer des règles précises, claires, qui soient comprises par tout le monde et qui soient acceptées par tout le monde. Et ensuite, c'est de sanctionner, c'est de punir ceux qui effectivement ne respectent pas la loi. À côté de ça, donc j'ai parlé de la loi, mais il y a aussi la question de la data, c'est-à-dire que concrètement, il faut pouvoir se renseigner. Quand une entreprise veut travailler avec une autre entreprise, évidemment, il faut avoir la bonne information en amont. C'est ça qui est important, c'est-à-dire sélectionner le bon partenaire. Et donc, le rôle de la data est extrêmement important. Il faut avoir les bonnes informations, il faut avoir les bons bilans, il faut avoir les bons événements juridiques, il faut avoir des informations au retard de paiement pour pouvoir bien sélectionner. Et donc, la data joue un rôle aussi important que la loi dans tout ça. La data qui est d'ores et déjà utilisée par les banques, par les crédits de bureau, n'est-ce pas, Amin Djouri? Cela nous fait passer à l'autre point, relatif cette fois à l'accès au financement. Donc, Banque el-Maghreb a annoncé quand même un chiffre de 107 milliards de dirhams de crédit à fin 2020, soit 39% des prêts aux entreprises. Donc, vous avez parlé de Intelaka, il y a aussi eu, bien sûr, ces programmes de soutien. Qu'est-ce qui bloque côté accès au financement? Est-ce que c'est du côté de la banque ou c'est du côté tout simplement de la viabilité du projet que l'on souhaite financer ou de l'entreprise que l'on souhaite lancer? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Alors déjà, première chose, il faut d'abord voir la structure des financements, des aides aux entreprises. En termes de financement, aujourd'hui, la majorité des financements, c'est du crédit de trésorerie. Justement, les crédits d'Aman qui ont été distribués ont favorisé l'augmentation forte des crédits de trésorerie. C'est normal. On était dans une période de forte tension de trésorerie, baisse d'activité, délai de paiement, et il fallait maintenir à flot, évidemment, les salariés, essayer de payer le maximum de salaires et de charges possibles. Et donc, la tension, elle se faisait sur les trésoreries, et donc, les crédits d'Aman ont été les plus utilisés. On voit qu'à côté de ça, et c'est ça malheureusement qui prépare l'avenir, c'est les crédits à l'investissement. On voit que ces crédits à l'investissement ont baissé de manière assez forte. Exact. Ce qui est assez logique puisque les perspectives sont encore, l'année dernière étaient faibles, les perspectives de reprise étaient faibles et maintenant elles sont encore floues à cause de la situation sanitaire. Donc effectivement, on voit une baisse du financement pour le crédit à l'équipement. Maintenant, effectivement, vous posez une autre question qui est fondamentale, c'est pourquoi les entreprises n'arrivent pas à accéder. Alors effectivement, il y a plusieurs problèmes. On voit déjà, premièrement, que les TPME, elles ont beaucoup plus de difficultés à accéder au financement. On parle pour la région MENA, et en tout cas pour le Maroc au sein de la région MENA, un taux d'accès de l'ordre de 40%. Bon, c'est pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux. Mais la question qui se pose, c'est les garanties qu'on demande aux entreprises. C'est la première chose. C'est effectivement l'examen de la viabilité des projets qui sont proposés aux banques. Et les banques peuvent considérer qu'effectivement, la viabilité n'est pas assurée. Le retour sur investissement des projets à financer n'est pas garanti. Il y a aussi l'autre question qui est celle de l'état d'endettement de l'entreprise. Et à côté de ça, de ses fonds propres. Et on voit qu'effectivement, au niveau des fonds propres de l'entreprise, ça reste relativement faible. On le sait très bien aujourd'hui. Quand on crée une entreprise, on apporte le minimum au capital social et il manque des fonds propres à l'entreprise pour pouvoir se développer.
Mais les expositions sur les TPME seraient moins coûteuses en fonds propres, Amine Diori. En ce qui concerne les crédits bancaires, bien sûr. Alors évidemment, déjà, l'apport en fonds propres n'est pas coûteux pour l'entreprise puisque c'est l'actionnaire qui l'apporte. Alors évidemment, l'actionnaire attend une rémunération par rapport à ses fonds propres, mais évidemment, c'est ce qui permet ensuite de débloquer les fonds au niveau de la banque. Et le banquier, je pense qu'il attend effectivement que l'actionnaire fasse un premier pas en termes de recapitalisation de son entreprise avant de financer des investissements importants pour l'entreprise. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un bilan gouvernemental mitigé, Amine Diori? On parle bien sûr toujours dans le cadre des aides aux entreprises. Il y a bien sûr la période pré-Covid et la période post-Covid de ce gouvernement sortant. Oui. Et si ce gouvernement, selon vous, ou en tout cas, de par votre expérience avec les entreprises, s'il est mitigé, qu'est-ce qu'on attend du prochain gouvernement, du côté des entreprises, notamment en termes de délai de paiement, d'accès au financement et j'en passe. Oui, je pense qu'il y a eu deux grandes oubliées au niveau du précédent gouvernement. À mon avis, il y a deux thématiques qui sont importantes, celle de la fiscalité et celle des délais de paiement. Pourquoi la fiscalité, c'est important? Donc, il faut se rappeler qu'il y avait eu des assises en 2019, qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui avaient été prises, notamment en termes de réforme de l'IS. L'IS, c'est important pour l'entreprise parce que c'est une question de compétitivité à l'international. Aujourd'hui, on est sur des taux de 30%, alors qu'à travers le monde, les entreprises à travers le monde continuent de baisser, on leur baisse leur taux d'IS aux alentours de 20%. Et donc, forcément, on est plus cher, on paye plus d'impôts et donc on est moins compétitif finalement que les autres. Il y a cette question de l'IS. Il y a la question de la réforme de la TVA. Aujourd'hui, on a plein de taux de TVA, les réduire, faire en sorte que effectivement, la TVA soit effectivement neutre pour l'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a la question de l'impôt sur le revenu, un certain nombre d'aspects qui peut-être doivent être pris en compte. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises en compte. Pourquoi c'est extrêmement important? Pour deux raisons. Aujourd'hui, notre nouveau gouvernement arrive avec un certain nombre de mesures, de propositions qui ont été faites, qui vont coûter très cher. Je pense par exemple à des mesures comme l'augmentation du salaire minimum pour les enseignants ou pour les médecins, d'autres projets qui sont extrêmement importants et qui coûteront effectivement de l'argent. Et donc, il faut des ressources. Or, on sait aujourd'hui que notre budget, il est déjà de manière chronique déficitaire. Comment allons-nous financer ces nouvelles mesures sur les salaires, la retraite, la santé, l'éducation, un certain nombre de choses qui va coûter de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Et cet argent, on le trouvera de deux façons. Soit on réforme tout ce système fiscal et on fait rentrer plus de recettes, soit on élargit l'assiette fiscale, c'est-à-dire concrètement qu'on fait payer plus de monde. On le sait aujourd'hui que l'IS, par exemple, est payé par quelques centaines d'entreprises. Sur les centaines de milliers que compte le Maroc aujourd'hui, il y a une iniquité qui est absolument énorme par rapport à qui paye les impôts aujourd'hui. Il est important de régler cette question. Alors justement... Oui. Alors, je vous laisse finir peut-être la deuxième chose et on reviendra à cette question importante de l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, effectivement. Donc c'est important parce qu'aujourd'hui, on le sait, au niveau de l'IS, quelques centaines d'entreprises payent. Au niveau de l'IR, ce sont les salariés du public et du privé qui payent aujourd'hui l'essentiel de l'IR, mais 90%. Les entreprises en personnes physiques ne payent quasiment rien. Il y a eu un certain nombre de rattrapage ces dernières années, mais on est encore loin du compte. Et puis, il y a la question importante de l'informel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs millions d'entreprises qui ne sont pas déclarées, qui emploient des millions de personnes et qui ne payent pas d'impôts et donc qui ne participent pas à l'effort global. Comment on fait pour intégrer ces entreprises justement dans cet effort global et leur faire payer un minimum d'impôts pour justement faire en sorte qu'on puisse financer l'emploi, les salaires, les retraites, l'éducation, la santé, etc., etc. Mais cela va dans le sens d'une des promesses électorales du parti sorti gagnant de ces élections, le RLI, qui préconise d'imposer les secteurs qui ne contribuent pas aux recettes fiscales. Mais comment y arriver? Parce qu'on a essayé avant. Est-ce qu'il y a une recette magique pour l'élargissement de cette recette fiscale, Amine Diori? Est-ce que la nouvelle loi fiscale pourrait contribuer à un peu plus d'équité en termes de paiement d'impôts?
Alors écoutez, franchement, s'il y avait une recette magique, je pense qu'on l'aurait faite. En réalité, pour moi, cette question, elle se pose de manière simple. Il y a deux possibilités pour élargir l'assiette fiscale, notamment par rapport à la question de l'informel. Soit on essaye de les intégrer volontairement et de faire en sorte que justement les impôts qui soient payés par ces entreprises de l'informel soient les plus basses possibles pour qu'ils se disent finalement ils n'ont pas trop à perdre à rentrer dans le système formel et ils paieront un minimum d'impôts. Soit on le fait par l'incitation, soit on le fait par la sanction. Aujourd'hui, on a toujours refusé d'utiliser la sanction par rapport à la question de l'informel. Pour des raisons que je comprends, des raisons politiques, sociales. On n'a pas envie de se retrouver avec effectivement des émeutes ou se retrouver avec un nouveau printemps arabe. Je comprends parfaitement la question. Mais voilà, l'incitation jusqu'à présent, ça n'a pas marché, ou pas trop marché. Il reste la question de la sanction, mais en tout cas, il n'y a pas de demi-mesure par rapport à cette question, à mon avis. Très bien. Et par rapport à la nouvelle loi fiscale, peut-être un dernier mot là-dessus. Donc, elle a été votée vers la fin du mandat du gouvernement sortant. Donc, le prochain gouvernement est censé appliquer, n'est-ce pas, cette nouvelle loi fiscale. Qu'est-ce que ça changerait pour l'entreprise ? Oui, alors aujourd'hui, il faut déjà préparer la prochaine loi de finances. Ce sera avec la nouvelle session parlementaire, les nouvelles discussions qui vont arriver très prochainement. Et donc, on verra justement quel est le positionnement de ce nouveau gouvernement, de cette majorité à l'Assemblée par rapport aux questions de l'entreprise. Est-ce qu'elles vont mettre en œuvre tout de suite les mesures qui ont été annoncées ? Et comment, et la vraie question qui se pose, c'est comment elles vont financer. Et effectivement, là, ce sera très intéressant de suivre effectivement toutes ces questions. Mais il faut être honnête, c'est vrai que le gouvernement qui va rentrer en fonction très prochainement jouit déjà, à mon avis, d'un avis très positif des chefs d'entreprise. Déjà parce que dans le dernier gouvernement, les postes clés économiques, que ce soit l'industrie ou l'économie, étaient détenus par des RNistes et on a vu qu'effectivement, il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau de ces deux postes clés économiques. Hein, j'entends bien, je ne parle pas des autres postes, mais d'un point de vue économiste, le RNI avait déjà proposé un certain nombre de mesures qui ont été appliquées. Et donc, voilà, aujourd'hui, les attentes sont fortes des chefs d'entreprise. Mais il y a un avis qui est un a priori qui est très positif et donc on attend effectivement de notre prochain gouvernement que certaines questions soient réglées. J'ai parlé de la fiscalité, mais reste encore la question aussi des délais de paiement. Concrètement, comment on fait ? Et l'accès au marché public, Amine Diori. L'accès de ces TPE au marché public, parce que ça fait partie effectivement des mesures, des propositions du RNI, notamment l'accès au marché public pour les TPME, la préférence nationale. Mais ça, c'est un sujet qui existe depuis des années, ce n'est pas un sujet nouveau. L'accès pour les TPME, on a même permis aujourd'hui aux auto-entrepreneurs, les associations, de participer au marché public. Ce qu'il nous faut réellement aujourd'hui, c'est plus avoir une vision concrète, réelle, de ces entreprises, de ces TPE, associations, auto-entrepreneurs, qui participent réellement à ces marchés publics. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres qu'on puisse analyser. La préférence nationale, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Mais est-ce qu'on l'applique réellement ? À voir, on n'a pas non plus de chiffres qui permettent d'affirmer ou d'infirmer cette proposition. Donc voilà, aujourd'hui, on a besoin d'avoir aussi plus de visibilité par rapport à cette question. Et voilà, effectivement, la question des marchés publics est aussi très importante. Dernière question par rapport au Covid ou à la Covid. Est-ce qu'on aperçoit le bout du tunnel selon les remontées que vous avez, Amine Diori, par rapport à la fin de ce programme de soutien? Est-ce que 2021 pourrait se terminer sur une bonne note pour les entreprises, notamment en difficulté? Est-ce qu'elles pourront commencer 2022 sous de meilleurs auspices? Alors, il y a plusieurs points par rapport à cette question. Il y a déjà, pour moi, la question la plus importante, qui est celle de la question sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à mon avis pour les mois à venir, on va connaître encore des hauts et des bas. Des hauts, des pics justement de contamination et donc des restrictions de déplacement qui vont faire baisser l'activité des entreprises. Ça, c'est indéniable. À mon avis, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'ornière. Il faudrait, aujourd'hui, on a des taux de vaccination qui sont de l'ordre de 50%.
Et on sait que malgré tout ça, ça ne suffit pas. Certains pays ont des taux de vaccination beaucoup plus élevés et n'y arrivent pas malgré tout avec des rechutes en termes de nouvelles contaminations. Donc, il faut être réaliste. On n'est pas encore sorti de l'ornière par rapport à cette question de la contamination. Ensuite, par rapport à la question du soutien aux entreprises, l'année dernière, effectivement, on soutient l'entreprise avec des aides extrêmement importantes pour leur permettre de passer la période de confinement et cette année 2020 qui a été catastrophique. Maintenant, il faut parler plus d'un plan de relance. C'est ça que nous attendons, enfin qu'attendent les entreprises, c'est la relance. C'est comment on aide certains secteurs sinistrés à redémarrer leur activité. L'immobilier, le tourisme, etc. Il y a autant de problématiques qu'il y a de secteurs sinistrés aujourd'hui. Et donc, ce qu'attendent ces entreprises, ce qu'attendent ces secteurs, c'est d'avoir des réponses appropriées, des plans de relance appropriés pour leur permettre justement de retrouver le chiffre d'affaires qu'ils avaient antérieurement à la crise Covid-19. Très bien, merci beaucoup Amine Djouri, directeur des études chez Inforisk DNB. Merci de nous avoir approché davantage de la situation de nos entreprises, de nos TPE marocaines. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.